Et ben, il y a beaucoup de choses à dire. C'était plutôt dense comme fin de saison et c'est plutôt satisfaisant, hein, très satisfaisant de voir ça, de voir un final prendre un petit peu le temps de se poser, même s'il y a des trucs qui vont trop vite. Il y a des raccourcis qui me gênent de façon assez poussée là-dedans et qui font que ça m'empêche de considérer ça comme un épisode excellentissime, mais il est bon, hein, il est vraiment bon, hein, je tiens à le préciser. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir une attention particulière pour conclure quelque chose et pour mettre en place une nouvelle situation en fin de saison. Le cliffhanger est très efficace, hein, je vous cache pas à ce niveau-là. C'est un épisode bien mené globalement et j'avoue que ces 5 derniers épisodes de saison 4 relèvent pas mal le niveau parce que je vous cache pas que les 8 premiers épisodes, il y avait quelques moments qui allaient, mais c'était pas non plus sensationnel. Et je pense que ça vient du fait que ça s'est beaucoup étalé en remplissage, en moments sur lesquels on n'aurait pas dû se pencher. Tandis qu'à côté, on aurait pu développer un peu plus certains éléments, comme l'insurrection de l'armée d'Ordak. Ça s'est fait sur 2 épisodes et après on dit oh, on peut rien faire, ils nous dominent et on donne pas les détails une fois de plus. Ce genre de choses, ça montre qu'on passe du temps sur certaines mauvaises choses. En tous les cas, j'ai déjà passé pas mal de temps là-dessus, on va pas non plus trop s'étendre parce que je pense que ça va être très long à résumer ça. Ça commence sur une sorte de double suivi. D'un côté, tout ce qui se passe autour de Cynthia et de Catra, hein, un petit peu en parallèle, et de l'autre, il y aura Adora et Flèche d'Or qui rapatrieront Entrapta. Et c'est plus ou moins la chose importante à retenir de ça, c'est pour ça que je vais me centrer d'abord sur cette partie-là, parce que elle est courte. Je vais pas avoir énormément de choses à développer, à part qu'une fois de plus, Entrapta, elle est trop pétée. Genre, c'est bon, elle comprend tout très vite, je suis trop contente d'avoir pu vous sauver, c'est super que vous soyez là, je me plais super ici, c'est une île avec des tonnes d'engins et tout, c'est trop la vie. Et elle finit par les conduire au cœur du système, qui est en fait juste une espèce de temple qui renferme les connaissances des fondateurs. Juste pour leur dire des informations que nous on sait déjà en tant que spectateurs, à part une. Et c'est tout. Et c'est la seule raison pour laquelle elle les emmène là et qu'on perd un peu de temps là-dessus. Elle dit à Adora ce qu'on nous a dit l'épisode précédent, que pour équilibrer la planète, il faut rendre leur pouvoir à toutes les princesses, et Adora ne le sait pas, donc ouais, c'est parti sur l'explication la plus conne possible, la plus feignasse scénaristique possible, comme quoi Grand Espoir n'a jamais rien dit à Adora sur ce qu'il fallait faire pour équilibrer la planète. Et il n'y a aucune raison à ça, surtout quand on connaît la suite. Parce que la suite en question, c'est que une fois que toutes les pierres et leurs princesses attitrées seront activées, et que l'équilibre de la planète sera instauré, et ben ça créera un grand faisceau d'énergie qui viendra dans les princesses et puis qui se rassemblera à fond dans She-Ra pour créer cette arme ultra puissante qui pourrait tout faire exploser. Et le truc par rapport à ça, c'est que je piche pas trop pourquoi Grand Espoir lui a pas dit pour ce système de rassemblement des princesses pour équilibrer la planète, si au bout du compte, elle ne peut rien faire. Parce qu'on appuie de façon super claire que She-Ra, qui est la clé de tout, ne peut rien faire. Dès lors que ce sera lancé, elle sera obligée de catalyser ses pouvoirs et de lancer la puissante attaque. Enfin, obligée, façon de parler, on verra ça, hein, ça se fait partie des trucs qui me gonflent un petit peu. Donc, pourquoi Grand Espoir lui aurait pas dit ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour équilibrer la planète ? Elle aurait pu juste lui dire il faut que tu équilibres la planète en faisant ça, en aidant Scorpia à être une princesse du pouvoir, et grâce à ça délivrera une énergie qui te permettra de battre la Horde. Tada!
C'est c'est simple. T'as pas besoin de lui mentir tant que ça. T'automets des trucs évidemment, hein, parce que t'essayes de l'aménager pour pas lui faire comprendre les implications graves. Mais voilà, c'est le fait qu'elle l'ait pas dit, je trouve ça un peu grossier, quoi. En tous les cas, fort de cette information, ils se disent oui, il faut qu'on rentre au plus vite. Et Entrapta aurait pu leur dire direct, sans les amener directement dans le cœur. Hein, elle a fait perdre totalement du temps là-dessus. Seulement voilà, Entrapta, elle va avoir son espèce de petit drame parenthèse. Dans le sens où elle se dit qu'elle est trop bien ici et qu'elle est pas douée dans les relations amicales parce que ça s'est pas bien passé. Et c'est là qu'on crée une espèce de pseudo-drame où elle finit par être prise par le système de Racine qui aspire sa force vitale parce qu'elle tombe dans le désespoir. Genre, je me rends compte que mes relations amicales sont pas bien passées, et voilà, et ça lui tombe comme ça. Et donc on est obligé de la surveiller un petit peu en s'enfuyant face au monstre, hein, ce qu'on n'était pas obligé de faire si elle avait directement suivi les autres jusqu'au vaisseau. Mais je le fais et on est dans cette espèce de drame à la con où on se dit comment on va la sauver. Et Flashdor essaye un petit peu de la requinquer, de la faire sortir de ça en lui disant et tu sais quoi, tu penses que tous tes amis t'ont abandonné, mais nous on est là pour toi. Il aurait aussi pu parler de Scorpia qui a fait exprès de venir les chercher pour venir l'aider, quoi, pour bien appuyer ça, qu'elle a sa copine Emily. Non, c'est juste deux et ça commence à faire un petit effet, mais on s'en fout puisque ça va pas assez vite et c'est juste Adora qui la décoince en disant et tu sais quoi, on a un super vaisseau des fondateurs, je suis sûr que t'adorais le voir et elle se dit oh mais c'est super. La blague, voilà la blague. C'est... Il y avait moyen de faire un truc intéressant sur sa relation, mais on se dit, on s'en branle, au bout du compte, c'est une blague, quoi. Ça va pas plus loin. C'est ce genre d'attention, c'est toujours présent. Et une fois de plus, je parle pour commencer de ce qui est le moins bien fait dans cette première partie, dans ce premier épisode. Donc voilà, elle finit par être convaincue, et c'était du drame pour rien, on a fait durer ça pour pas grand chose, à part justifier un petit peu que ce qui se passe du côté de Scintilla, et ben ça a besoin de temps pour se mettre en place, et donc ça peut pas se faire trop vite. Donc on justifie ça avec cette espèce de détour qui était inutile. Donc voilà, c'est la fin de cette partie-là, c'est assez rapide, tandis que du côté de Scintilla, il y aura beaucoup plus de choses intéressantes et mieux faites qui se mettront en place puisqu'elle revient donc de sa rencontre avec Grand Espoir et le truc à faire pour elle, c'est de réactiver les pouvoirs de Scorpia pour pouvoir aider la planète à empêcher l'insurrection de la Horde et qui va pas tarder à arriver en vaisseau, sachant que techniquement elle aurait jamais pu trouver le coin. On montrera un petit peu l'ironie de la chose. J'aime bien l'ironie qui sera faite à la fin, mais j'en parlerai de ça. Bref, elle veut empêcher la Horde de les attaquer. Elle se dit ok, il faut vraiment que tu nous aides. Elle convainc un petit peu Scorpia de faire ça, tandis qu'il y a deux nouvelles importantes qui tombent comme ça. Il y a Scintilla qui dit toutes les princesses sont parties, elles sont plus là. Alors, je pense que c'est fait exprès, vu que ce qui est sorti après, c'est fait exprès, puisque juste après, on nous renseigne que « Ah mon Dieu, Doublia s'est échappé !» Et je me dis, ok, c'est quoi ce délire? Pourquoi vous me balancez ça, comme si tout le monde était complètement une branque qui ne savait pas gérer la chose? Ça démarrait mal, mais on verra plus tard que ça tombe un petit peu dans un plan. Elle finit par convaincre Scorpia, Scintilla, de se joindre à sa quête pour retourner auprès du Grenat Noir pour réactiver ses pouvoirs, tandis qu'elle se défait de son lien avec Ténébra, ce qui montre que oui, une fois de plus, la dispute autour de Ténébra était ridicule parce qu'elle ne lui obéit pas bêtement, aveuglément, sans faire gaffe une seule seconde aux conséquences. Elle pense vraiment par elle-même, Scintilla, donc c'était clairement pas le truc sur lequel il fallait se disputer entre elle et Adora, pour bien appuyer ce genre de conneries, quoi. Donc, ouais, elle convainc Scorpia, tandis que parallèlement, il y aura donc ce qui se passera du côté de Catra, et qui aura sa petite scène où on essaye vraiment une fois de plus d'appuyer le petit drame autour des personnages. Genre, j'ai de la peine pour elle, elle commence à regretter un petit peu sa période avec Entrapta et Scorpia. Et encore Scorpia, je veux bien comprendre, mais Entrapta, elle en a jamais eu rien à branler d'Entrapta. Hein. Mais vraiment, jamais rien à branler d'Entrapta. Scorpia un petit peu, mais Entrapta non. Il n'y a rien.
Il n'y a absolument rien entre elles, il faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, ça la touche un petit peu. Elle en tombe sur son fameux commando de copains, là, qui essaye d'être un petit peu léger. Elle essaie un peu de s'ouvrir, mais très vite, il y a cette espèce d'amertume de ce qui se passe qui la reprend, et donc elle se remet à gueuler sur eux, parce que... parce qu'elle n'arrive vraiment pas à s'ouvrir à cela. Et c'est histoire d'appuyer une espèce de pseudo-progression de ces personnages et comment ils se sentent considérés. Notamment avec ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 épisodes de ça. Et j'en ai un peu rien à foutre, surtout quand on verra dans l'épisode suivant comment ça sera résolu ça. Mais bon, voilà, c'est histoire d'appuyer, elle se sent mal de sa situation, même si elle va être un petit peu confortée dans sa route lorsque Doublia apparaîtra devant elle en disant « Ah, j'ai réussi à m'enfuir, mais tu sais ce que j'ai appris, que... She-Ra était partie s'occuper d'Entrapta et que toutes les princesses étaient un petit peu dispersées, il n'y a personne à Bright Moon, donc on peut s'attaquer à eux tout de suite. Et elle est toute joyeuse, Catra. Tu dis ok, super, on va pouvoir enfin frapper fort. Elle prévient Hordak. Enfin, elle le prévient pas, c'est un peu bizarre la façon dont elle le met en place. C'est-à-dire que elle envoie toutes les troupes qui étaient dispersées à je sais pas combien d'endroits. On justifie une fois de plus très mal la chose, quoi. Il y a Hordak qui dit ah mais tu vois pas que nos troupes sont dispersées un peu partout, c'est bien difficile de gérer tout ça. Je veux dire, mais si elles sont dispersées un peu partout, comment ça se fait que tous les coins soient pris par la Horde? Si vous la dispersez partout vos troupes et que vous montrez qu'elles sont pas infinies vos troupes. Une fois de plus, vous ne justifiez pas une seule seconde dans la mise en scène, vous ne montrez pas une seule seconde comment ça arrive à marcher, cette espèce de mainmise totale du champ de bataille de la part de la Horde. C'est n'importe quoi, je suis désolé, hein, je suis désolé de répéter les mêmes choses, mais bon, étant donné qu'on essaye de jouer là-dessus et qu'on va régler ça dans cet épisode, toute cette troupe d'Hordak, ça me... Bref, elle finit par envoyer les troupes et c'est Hordak qui s'en rend compte. Comment ça se fait que t'envoies toutes nos troupes? C'est parce qu'il n'y a plus personne à Bright Moon. Ah ok, super. Bien joué, Catra. Oh super, je suis trop content, on me reconnaît. Mais ça va pas si bien se passer que ça, puisque au même moment, peu de temps après, il y aura Doublia qui viendra se moquer un petit peu d'Hordak. Pour lui parler un petit peu de ce qui s'est passé à Bright Moon en disant il n'y avait pas Entrapta, c'est bizarre, ah mais j'ai compris votre petit jeu en fait, vous l'avez fait envoyer sur l'île aux bêtes et vous avez faim de la manquer quoi, hein, vous avez demandé à Catra de le faire et vous êtes un super acteur, oh, oh. Tout ça pour bien attiser les flammes parce qu'elle a bien compris et enfin c'est pas trop tôt, il finit par comprendre qu'Entrapta n'a jamais été une traîtresse envers lui. Et ouais, c'est très lent la détente, le gars, hein, très très lent. Apparemment, ses facultés de clone, ses problèmes de facultés de clone, ça vient aussi dans le cerveau, hein, de comprendre ça vraiment aussi lentement. Autant pour Scorpia, je peux comprendre que ça prenne un peu le temps, je vois le principe, mais le fait qu'il croise ça une fois de plus. Étant donné que c'est vraiment cumulatif, ça se met en place sur une saison entière, ce genre de choses, étant donné que vous avez tellement forcé le fait qu'il croit Catra là-dessus, ça n'a pas autant de poids que ça le devrait. Parce que ça amène un moment assez fort où il finira par s'attaquer à Catra et lui en vouloir totalement en lui disant je te faisais confiance. Quand est-ce que tu lui faisais confiance, mec? Quand elle t'a ridiculisé pour te forcer à ne pas broyer du noir et à attaquer les autres, elle t'a vraiment pété la gueule, elle t'a dit vas-y, attaque les autres, on se met sur un pied d'égalité. Toutes les fois où elle a essayé de te trahir, mais où elle a rebondi sur ses pattes pour gagner du pouvoir, c'est vraiment, tu lui faisais confiance? Arrête tes conneries, quoi, t'es stupide à ce point, c'est n'importe quoi. C'est pas ce qu'il devrait dire, quoi. Il devrait être énervé et dire autre chose que je te faisais confiance. C'est rien du tout, mais ce genre de réplique, ça montre qu'on fait pas trop gaffe. J'aurais dû vérifier, peut-être qu'en VO, c'est pas exactement ce qu'il dit. À ce moment-là, c'est plus un problème en VO. Mais en VF, c'est un problème, en tout cas. Et en tout cas, voilà, tandis qu'ils se battent et que l'armée s'apprête à partir, enfin, est partie hein, en direction Bright Moon pour l'occuper, on découvre en fait que Doublia avait doublé une deuxième fois la Horde ce coup-ci parce qu'elle a vu qui était en position de pouvoir avec Scintilla qui a découvert
donc cette grande puissance au sein d'Eteria, et elle voulait se mettre du côté des vainqueurs. Une fois de plus, c'est une opportuniste. Elle fait bien passer ça. À nouveau, je serais vraiment pas contre qu'on appuie un peu son passé. Apparemment, c'est plus une princesse. Mais à nouveau, c'est très bizarre cette appellation, parce que on dit vaguement à un moment donné que qu'Entrapta est une princesse, mais pas totalement. Ou alors c'est pas une princesse principale. Peut-être que c'est une princesse secondaire, ça c'est trop rien, mais... Voilà, c'est intéressant, et j'avoue que c'est le moment où Nubia est le plus intéressante, hein, vraiment, facilement. Mais disons qu'il y a un manque, il y a vraiment un manque de backstory autour du personnage qui sort de nulle part. Et dont on appuie à peine le background, dont on appuie à peine vraiment la mentalité de base. La mentalité, on la comprend, mais d'où elle vient cette mentalité? À part qu'elle a grandi dans le désert cramoisi. Et pas tant que ça, puisque d'après ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite image, comme quoi elle était déjà apparue au bal des princesses dans la saison 1, mais vraiment rapidement, comme ça, en arrière-plan. Je vois pas ce que ça veut dire pour l'instant, peut-être que ça aura une incidence ou pas. Si ça n'a pas d'incidence, ça veut rien dire de particulier. Si ça a une incidence, pour, par exemple, justifier, confirmer que c'est une princesse de demi-sang, dira-t-on, comme Entrapta, peut-être. Je ne sais pas trop, c'est bizarre. Enfin voilà, il manque une backstory du personnage pour le rendre vraiment intéressant. Parce que s'il n'y a pas de backstory, si on n'explique rien sur d'où il provient, c'est un atout. C'est une pièce d'échec très forte qu'on met sur l'échiquier, mais qu'on met comme ça. Alors que moi j'ai envie de savoir comment c'est-il qu'on le met sur l'échiquier, d'où elle provient cette pièce. Et on n'a pas d'explication. Peut-être que la saison 5 nous en donnera, mais cette saison 4 semble indiquer que c'est un petit peu l'au revoir du personnage. Peut-être qu'elle jouera un rôle, peut-être qu'elle essaiera de se lier au nouveau pouvoir, grand pouvoir en place, ça ne me surprendrait pas. Mais pour l'instant, il manque un petit peu ça. Ça manque un petit peu ça. Ah, c'est pas pour dire que c'est grave si on donne des explications sur le personnage dans la saison 5, ce serait cool. Et à ce moment-là, j'aurais plus à me plaindre de ce détail-là. Mais en tout cas, voilà, elle finit donc par envoyer un message à Cynthia pour dire que c'est bon, l'opération infiltration, manipulation dans l'autre sens, c'est fait. Donc elle peut partir avec Scorpia, direction le Rocher de la Peur, où il n'y a plus d'armée, et où Catra et Hordak se battent pour pouvoir s'occuper donc de redonner ses pouvoirs à Scorpia. Et c'est pile à ce moment-là, timing, que Adora, Flèche d'Or, Mika et Entrapta rentrent au bercail, pile à ce moment précis. Ah bah ça tombe mal. En tout cas, c'est là que Mika croisera Ténébra, recroisera Ténébra, et c'est des rencontres, des retrouvailles un peu houleuses, parce que de son point de vue, c'est une ennemie la dernière fois qu'il l'a vue, et on ne leur laisse pas trop le temps de s'expliquer, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, quoi. Et là on commence l'épisode, la deuxième partie. Ah oui, okay. Tout ce que j'ai résumé pour l'instant, c'est un seul épisode, hein, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Et donc, alors qu'Adora et compagnie comprennent un petit peu ce qui se passe, Adora envoie Flèche d'Or et Fugor aider Cynthia, et c'est tout. Entrapta, Mika, restez dans votre coin. Vous faites plus rien, c'est fini pour vous. Il n'y a plus rien à faire de votre côté, alors restez dans le coin, discutez. Tranquillou avec Ténébra dans votre coin. Il n'y a plus rien à faire de votre côté. Ok, si tu veux, c'est te va. Tandis que elle se rendra aux côtés de Grand Espoir, enfin dans son temple avec Grand Espoir pour empêcher ça. Parce qu'elle n'a plus rien de précis à faire. Et ouais, elle va pas avoir énormément de choses à faire à part réagir à ce qui se passe et avoir une résolution un petit peu... Mais on y viendra un peu plus tard, ça. Hein, donc, du côté... de Cynthia et Scorpia, elle se rend vers son grenat. Scorpia, elle a quelques doutes, mais Cynthia lui dit ok, on est là pour toi. C'est cette façon de nouer des liens assez rapidement, mais étant donné qu'elle est très câlin, Scorpia, c'est bon. Et j'ai failli oublier, excusez-moi, c'est tellement anecdotique ce truc-là, mais c'est quand même important de préciser, puisque en chemin, en entrant, il reste quelques soldats sur place, et parmi ces quelques soldats, il y a le petit commando de Catra avec Kyle et compagnie, et c'est une petite rencontre rapide pour dire ok, vous savez quoi, on a un petit peu marre, on se barre. Bonne chance que Scorpia, c'est une façon d'expédier le personnage comme si c'était une petite formalité.
Genre, c'est quoi, merde, nous on se casse, fais tes trucs, on est plus dans l'ordre, on peut faire ça tranquillou, quoi, hein. Si vous voulez, c'est pour bien appuyer une énième fois à quel point ces personnages sont inconséquents et sans intérêt. Mais totalement, quoi. Enfin bref, Scorpia finit donc par se rendre devant son grenat noir et par l'activer, et c'est là que ça lui donne ses pouvoirs et ses tornades des X-Men. Voilà, elle est douée pour faire de l'électricité, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est pratique, puisque j'imagine que toute sa partie Scorpion doit être isolante, donc dans un sens, ça lui colle bien. Et donc, ouais, en se découvrant ce super pouvoir d'électricité, elle finit donc par activer la dernière pierre. Et donc ça va être un petit peu le problème. Mais, parallèlement, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle. Et il y a le combat entre Hordak et Catra, où ça se bastonne sévère. Et Catra finit par lui envoyer ses 5 vérités, comme quoi c'est elle qui dirigeait beaucoup de choses. Et lui, il a fait surtout que suivre une bonne partie du temps. Et il y a cette espèce de combat un peu violent qui s'ensuit entre eux. J'ai jamais trouvé qu'il y avait une grande rivalité, une grande force de relation entre ces deux-là. Ce qui fait que c'est pas non plus un poids excessif. Mais j'avoue que la force du combat en lui-même est très bonne. Et oui, c'est violent, hein. On sent vraiment qu'il est ultra énervé, Hordak, et Catra un peu désarçonné. Parce que bon, elle a plus de figure pour reconnaître sa valeur. Elle essaye un peu de se convaincre elle-même. Mais bon, au bout d'un moment, elle finit par prendre le dessus sur Hordak et à le laisser gisant sous un tas de ferraille, dont il arrivera à se libérer vers la fin. Je ne sais pas comment il aura réussi à faire ça, il sera totalement mal au point, il aura plus son truc qui l'alimente au torse, et il y a un gros tas de ferraille, mais bien pesant sur lui. Vers la fin, on verra qu'il s'en sera libéré. On n'expliquera pas comment. C'est un détail, c'est pas comme si c'était super important, mais bon, c'est histoire de dire. Bref, alors que ça se passe mal et que ça commence à être détruit, il y a les pouvoirs de nos princesses qui commencent à s'éveiller. Parce que on finira par découvrir qu'il y a toute une embuscade qui a été prévue pour recevoir la puissance militaire de la Horde. C'est-à-dire qu'on fonce et on fait gaffe à rien, et toute l'armée sera défaite. Je veux dire, c'est bien aidé par le fait que c'est pile à ce moment-là qu'il y a une espèce de résurgence de pouvoir, un pouvoir beaucoup plus puissant obtenu par les 3 princesses qui participent, hein, c'est-à-dire Jasmine, Sirena et Glacia. Donc elles ont un peu une montée de pouvoir qui leur donne plus de puissance, donc j'imagine que ça aide, mais tu vois, très vite, c'est des feux comme ça, paf, paf, paf. On déboîte tout le monde. Il y a Doublia qui vient narguer Catra après sa victoire sur Hordak, en lui disant que elle l'a trahi, en jouant totalement sur sa considération d'elle-même, toutes les personnes qu'elle a trahies et qu'elle a laissé tomber, hein, qui l'ont laissé tomber elle aussi. C'est un moment assez fort où elle joue sur sa capacité, j'aime bien ça. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup dans la mise en scène. Bon caractère pour appuyer ça, un caractère sarcastique qui sait bien toucher là où ça fait mal. Voilà, hein, t'as laissé tomber tout le monde, t'as plus rien sur quoi t'accrocher, puisque tout ce que t'as prévu, tout ce que t'as mis en place s'effondre. Donc tu l'as bien dans l'os, t'es toute seule dans ta merde, hein, avant de la narguer et de se barrer, parce qu'au bout du compte, elle a toujours été du côté de ceux qui l'emporteraient. J'imagine que Cynthia lui a promis du fric, hein, dans un truc comme ça. Sans doute, hein, c'est pas précisé, hein, donc on verra. Étant donné que Cynthia est plus trop là, peut-être que elle pourra pas toucher ça tout de suite. C'est pas super clair, hein. J'apprécie le fait qu'elle se range du côté de ceux qui ont le plus de chance, le plus de pouvoir, et en ayant appris ce que Cynthia pouvait faire, elle se met de son côté, mais voilà, quand elle se barre, et Catra, on la voit totalement anéantie par sa situation. Et je tiens à dire, vraiment de façon claire, j'essaie vraiment de me détacher de ce qu'on aura par la suite, mais ça ne suffit pas. Je le dis clairement, ça ne suffit pas. Je vais éviter d'être aussi insultant que la dernière fois que j'ai parlé de ça, mais on parle vraiment d'une fille qui en avait tellement rien à foutre de tous ces gens qui l'ont déçue, qui s'est sentie tellement trahie par le monde qu'elle était prête à le détruire, sciemment.
Le fait que son plan ne marche pas et qu'elle se sente effondrée, ça nous fait ressentir une légère empathie pour elle sur le coup, comme on peut ressentir de l'empathie pour des méchants qui avaient des motivations un peu tragiques, mais qui sont allés loin malgré tout. Mais cette empathie-là ne suffit clairement pas à accepter le fait qu'elle puisse être acceptée parmi les gentils. Clairement pas. On essaie un tout petit peu de mettre ça en place à la fin de cette saison et ouais, je trouve ça un peu grossier, quoi. Et surtout, ça devra se faire en une seule saison. C'est quelque chose qui mérite beaucoup plus de temps que ça et je trouve que ça gâche un tout petit peu la force de ce que vous avez osé faire à la fin de la saison 3. La fin de la saison 3, mais c'était une garce qui était prête à tout foutre en l'air parce qu'elle voulait niquer le système, niquer le monde entier. Elle n'en avait rien à foutre. Là, tout ce qu'on lui donne, c'est qu'elle ne peut plus faire ça par les moyens qu'on lui donne. Elle ne peut plus faire ça via la Horde puisque ce plan a échoué. Mais n'empêche qu'elle devrait toujours avoir ce plan-là. Et si vous essayez de partir sur l'idée que maintenant elle change d'avis, c'est un rattrapage trop tardif qui ne justifiera pas ça. Parce que là, elle est effondrée, il y a Cynthia qui vient la voir et qui essaye de la capturer, elle essaie de la situer, je sais pas pourquoi, et elle n'a pas la volonté de se battre, et Cynthia ne va pas non plus la battre pour ça, seulement voilà, c'est à ce moment précis que cette espèce de puissance qui s'est accrue chez elle commence à devenir désagréable et à se canaliser sur Adora. Adora qui, pendant tout ce temps, n'a fait que se diriger d'un point vers un point B, hein, vers le temple où il y a grand espoir. À nouveau, elle n'a pas participé extraordinairement, hein. Et on va se centrer un petit peu sur elle qui va gérer cette crise. La crise en question, c'est donc cette espèce de grand pouvoir qui surgit d'elle et qui s'apprête à être utilisé alors que la planète est rééquilibrée. Alors, je pense que ça n'a pas été clair, mais je pense qu'on peut interpréter ça comme ça. En gros, durant les 1000 ans qui ont suivi le moment où Mara a déséquilibré la planète, hein, l'a mise à part du système solaire, enfin de l'univers qu'on peut percevoir. Il y a eu un moment où toute la princessauté autour de la descendance de Scorpia n'a plus accès à son grenat pour être une princesse de pouvoir. Et dès le retour de She-Ra, parce que j'imagine qu'il faut She-Ra pour ça, il y avait besoin que ce soit présent pour rééquilibrer. Donc elle a fait un truc qui est en lien avec ces princesses-là, Mara, dans le passé. Elle a fait quoi exactement, à part un truc jumbo magique qu'on n'explique pas plus, j'imagine que c'est ça. Et donc la magie, une fois de plus, pour ça, c'est la faire revenir. C'est des règles un petit peu qui manquent de rigueur un tout petit peu. C'est pas grave, hein, une fois de plus, mais voilà, j'essaie de comprendre un peu la logique. Heureusement, dans un sens, que Scorpia n'a jamais eu accès à son grenat, parce que si ça a été le cas, dès lors qu'elle aurait été éveillée, Adora en She-Ra, la planète aurait été alignée et tout de suite, il y aurait eu ce truc qui serait lancé. Heureusement. Surtout qu'en plus, il n'y aurait eu rien, personne sur qui lancer ça. Hein. Je sais pas, ou alors ça peut toucher l'ordre de très 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 loin dans l'espace. Hein. Peut-être. C'est un petit peu bizarre, hein, donc qu'on essaye de donner un petit peu de sens à ça. En tout cas, bref, Adora finit par sentir cette été de grande puissance affluant en elle, tandis que Cynthia finit par se rendre compte que Grand Espoir l'a manipulée. Alors le truc, c'est que tu savais que la puissance de la chose pouvait détruire la planète. Étant donné que tu n'as rien fait de précis pour essayer de détourner ça d'une quelconque façon, tu t'attendais à quoi, Cynthia? Tu t'attendais à quoi? Sincèrement.
Enfin bref, quoi, elle essaye un tout petit peu en vain d'enlever ça en détruisant le golem noir, elle n'y arrive pas. Et donc She-Ra se retrouve devant Grand Espoir qui s'apprête à utiliser son arme sur l'univers qui détruira des tonnes et des tonnes de planètes qui, dans la logique des choses, ne devraient pas être si habitées que ça si on suit la même logique physique que la nôtre, mais c'est pas la même logique physique que la nôtre. J'imagine qu'une planète sur deux est habitée dans cet univers-là. Et elle ne veut pas ça. Et c'est là qu'on va avoir la résolution bisounours, si j'ose dire, où d'une part, il va y avoir She-Ra qui prononcera le mot de Mara en disant « Ah non, elle ne voudrait pas ça, elle a vu que vous étiez plus qu'un programme, et ça touchera un petit peu le cœur de Grand Espoir qui garde un petit peu en elle ça. » Est-ce que c'est une reconfiguration automatique qui s'est faite au bout du compte? Non, parce que bon, elle était attachée à Mara. Et elle a essayé de renier ça, mais c'est un programme en elle qui a fait ça, automatique. Enfin, c'est pas grave. Et donc voilà, déjà, il suffit de dire Mara voudrait pas ça, et tout de suite, ça commence un petit peu à tergiverser, mais ce qui finit par sauver ça, c'est le fait que Adora a tellement de volonté qu'elle se dit non, je ne veux pas utiliser cette arme. Il y a cette puissance qui me dit que je dois le faire, mais non, il suffit de mettre assez de volonté pour que ça se fasse pas. Voilà, je veux pas faire ça, donc j'éclate mon épée au sol, c'est super fragile ce truc-là. J'imagine que c'est lorsque ça contient autant de pouvoir, ça se fragilise. Et voilà, elle détruit l'épée. Elle détruit le temple. Il y a Grand Espoir qui disparaît en lui disant merci de m'avoir rappelé que j'étais une IA gentille avant, que j'aimais quelqu'un avant, c'est bien. Et dans l'espace de quelques minutes, ça. 2-3 minutes, tu règles tout ce problème avec une espèce de volonté à la con que tu sors de ton cul et c'est oui, pouvoir des bisounours. La volonté est plus forte que tout. Et tu mets en place ce truc sur une bonne partie de cette saison comme étant quelque chose d'inéluctable, de super puissant et c'est juste la volonté d'une personne qui dit non pour que ça se fasse pas. Un peu trop facile, hein. Un peu facile, je suis désolé, hein. C'est le truc que je trouve le plus grossier. L'autre truc que je trouve le plus grossier, et comme j'ai dit, il y a deux trucs que je trouve bien grossiers dans ce récit, c'est d'une part donc l'armée qui se fait décimer comme ça. Parce que bon, étant donné qu'on passe à une autre menace qui arrive à la fin de l'épisode, évidemment, on va se débarrasser de cette armée en 2 temps 3 mouvements avec une excuse à la con, en faisant comme si tout ce qu'ils avaient accompli c'était que dalle. Donc je trouve ça un peu insultant de terminer ça, comme si c'était juste un truc secondaire rapide. Mais de toute façon, ça a toujours été considéré comme un truc secondaire. Ah, l'armée prend le contrôle, on le montre pas, mais c'est plus important, mais pas tant que ça. Bon. Et l'autre truc, c'est la résolution, la bisounours de cette épée qui s'apprêtait à détruire tout, mais la volonté est plus forte que tout. Voilà. C'est facile, trop facile. Et c'est le genre de choses qui fait que je peux pas trouver un épisode extraordinaire, quoi. Vraiment pas. Ce genre de grossièreté d'écriture, non. J'accepte pas ça facilement. Le reste, tout ce que j'ai pointé, c'est pas grave. Je fais avec, hein, je suis prêt à accepter totalement sans trop de problème le reste, hein, mais ça non, c'est un petit peu trop. En tous les cas, avec ça, c'est quand même lourd de sens, nous sommes d'accord, puisque il n'y a plus l'accès aux connaissances des fondateurs, en tout cas pas aussi facilement qu'avant avec Grand Espoir, qui disparaît un petit peu. L'épée n'est plus, elle est détruite, donc on n'a plus accès à She-Ra logiquement. Mais étant donné que cette série s'appelle She-Ra, ce serait étonnant qu'on trouve pas un subterfuge pour faire revenir She-Ra dans la saison 5. Et le truc, c'est que, alors que ça s'arrange un petit peu, tout ça, il y a pile poil en prime qui arrive. Et toute sa flotte qu'on met en place depuis la fin de la saison 3. Donc, tu te dis, ouais, ça va être chaud à gérer. D'autant plus que dès lors qu'il arrive, il fait venir sur son vaisseau, il téléporte sur son vaisseau, Cynthia, Hordak, qui donc s'est libéré de ses décombres, je ne sais trop comment, pour l'attaquer. Et Catra, on verra pas, elle a été téléportée ailleurs dans un débris qu'on n'a pas vu. Elle sera cachée pendant une partie du temps. Et voilà, et il les fera donc téléporter devant lui. Et on verra que le mec, il déconne pas, il rigole pas, le gars. Hein.
Et il est plutôt classe, j'aime bien, il a une bonne personnalité qui en jette et qui montre que c'est quelqu'un qui rigole pas. Et il a quand même ce petit côté narquois, ce petit côté un peu moqueur de la chose, surtout quand Hordak essaye de lui dire qu'il a mis en place tout son système de domination de cette planète pour lui faire honneur, et où il se dit, tu sais quoi, je suis pas sûr de te croire, il sonde son esprit, il est puissant à ce point-là, tandis que c'est un clone, j'imagine qu'il a un petit peu cette connexion avec lui, et il se dit, non, au bout du compte, t'as été faible, au bout d'un moment, t'as même souhaité que je ne revienne pas. Et donc, en l'espace de 2-3 fois rien, il le désactive en disant, ok, ce clone, on va le réparer un petit peu. Très vite, hein, il le jette comme une merde et on voit que c'est un autre niveau, quoi, qui va être pas simple à gérer. Parce que Hordak, qu'on soit bien d'accord, au début je trouvais qu'il était pas extraordinaire, et quand son rôle est enfin venu, il a jamais été énorme. Mais c'est justifié par le fait que c'est un clone qui essaye de se faire bien voir du modèle original. Et ce modèle original, du peu qu'on le voit pour l'instant, dans ces 3 dernières minutes de vidéo, d'épisode, il est très bon. Il est impactant et il dégage une vilainie, une assurance qui fait un petit peu peur. Hein, lorsqu'il s'adresse à Cynthia et qui lui dit excusez-nous pour ce désagrément avec mon frère, nous représentons la paix et l'ordre. Bon, c'est ce que nous recherchons. Et Cynthia lui dit alors vous allez nous laisser tranquilles? Non, le problème c'est que je ne veux pas qu'on raconte qu'un de mes clones a créé le désordre, donc c'est pas plus mal de tout détruire. Donc très rapidement, de façon très froide et calme comme ça, et alors que tout semble mal parti, il y a Catra qui vient sauver la situation, et c'est là qu'on parle de revirement du personnage, parce qu'on sent que elle fait pas juste ça pour bien se faire voir, pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais pour sauver les meubles. Elle se repent, elle se ressaisit et je vous essayez de compenser un acte odieux en forçant, j'ai envie de dire, un acte vertueux tout aussi abusé. Et oui, c'est une approche un peu grosse. Un petit peu grosse. Même si bon, ça crée un petit suspense, parce que là, Catra finit par lui dire, attendez, attendez. Vous savez que c'est une arme ultra puissante que vous pourriez utiliser, et Cynthia fait partie des princesses qui vous permettront de vous en servir, de la maîtriser, donc laissez-moi vous aider, laissez-moi participer pour que vous ayez le pouvoir. Une fois de plus, elle essaye de participer au camp du mal, mais ce coup-ci, on sent qu'elle fait ça pour sauver les meubles. Et sans son intervention, toute la planète serait détruite. Ce qui, dans un sens, c'est bien, mais ouais, c'est un peu... je peux pas m'empêcher d'avoir ce côté un peu gavant de la justification pour amener un changement de cap un peu trop forcé du personnage, quoi. Néanmoins, oui, ça reste un moment de cliffhanger assez fort avec ce nouveau dirigeant qui fait beaucoup plus froid dans le dos qu'Hordak, et qui sera le grand méchant de la dernière saison. Il promet beaucoup de choses, sa première apparition laisse une bonne marque, hein, je ne vous cache pas. Et ça se termine là, sur Cynthia qui va être prisonnière, donc ça va pas super bien se passer pour elle, hein, ça elle va en baver un petit peu. Et Adora qui n'a plus ses pouvoirs, qui est mise au courant par Flèche d'Or, qui a vu rapidement Cynthia se faire emporter par le rayon téléporteur de Horde Prime, pour dire ok, nous allons nous battre, nous allons sauver Cynthia. En dépit de ce qu'on a perdu, on va pas baisser les bras. D'autant plus que ça semble indiquer aussi le fait qu'elle ait détruit cette épée, que même les princesses, en tout cas les principales, hein, une fois de plus, entre Apta et compagnie, c'est pas sûr de ça, les princesses n'auront plus accès à leur pouvoir, en tout cas pas aussi facilement. À nouveau, je pense qu'il va y avoir une période où il va falloir remettre en avant, réactiver les pouvoirs de She-Ra, et donc réactiver les pouvoirs des princesses. Ce qui serait très cool à voir si c'est bien géré. D'autant plus que si on réactive le pouvoir de Cynthia, elle pourrait se barrer assez facilement avec son pouvoir, vu qu'elle peut se téléporter. Hein, faut voir ça. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Mais bon, c'est un cliffhanger de fin bien fait qui laisse sur un suspense très prenant. Vraiment, là j'ai vraiment envie de voir comment ça va être géré. En espérant qu'on n'ait pas trop de perte de temps comme dans la saison 4, quoi. Dans cette saison 4 qu'on vient de passer, parce que ce que ça raconte vraiment à son essence, c'est bien. Mais
c'est pas tellement les pertes de temps qui me gênent que le fait qu'elle supplante des développements qu'auraient mérité à être faits. La background de d'Oublia, l'explication sur comment l'armée de Hordak arrive à ce point à défaire totalement Bright Moon la rébellion. Ce genre de choses qui auraient mérité d'être plus mises en avant et qu'on ne met pas en place. En fait, c'est, je pense, un problème régulier de cette série, c'est le fait que on ne justifie pas assez certaines choses. On ne donne pas assez d'explications, de background à certaines choses. Et il y a un background qu'on explique très rapidement. J'ai failli oublier, excusez-moi. Il y a tellement de notes, vous m'excusez, j'en oublie un petit peu. Heureusement que je m'en souviens. Sinon, ça aurait été un oubli assez grave. Puisque on justifie rapidement que pourquoi Dora est là. Eh bien, c'est pas juste parce qu'Hordak a créé un portail par hasard, quoi. Non, non, non. C'est parce que Grand Espoir a créé un portail. Grand Espoir est à l'origine du portail qui a amené Adora ici. Alors, je ne sais pas exactement comment justifier ça, puisqu'on ne donne pas d'explication, pas de détails à la chose. C'est juste Grand Espoir qui dit, oui, je t'ai fait amener là pour que tu sois la nouvelle Shira. Je me pose la question, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Hein, si c'est le cas. Mais le truc, c'est que j'ai tendance à penser qu'elle a fait en sorte que Hordak puisse ouvrir un portail. Elle a essayé de faire en sorte qu'Hordak puisse ouvrir un portail de façon à ce que ça soit stable l'espace d'un petit moment pour revenir prendre Adora. Mais comment elle a réussi à faire en sorte qu'il prenne qu'il prenne un bébé au monde dans lequel il s'est déplacé par portail? Comment elle aurait pu prévoir ça? Parce que je rappelle que c'est une IA, elle n'a pas de corps matériel ou quoi que ce soit. Je sais pas trop en fait quoi. C'est ce genre de choses où on dit que Grand Espoir est derrière l'arrivée de Adora sur Etheria, c'est donner trop d'informations ou pas assez. Parce que bon déjà je trouve qu'on n'en donnait pas assez d'informations sur Hordak, comment il a réussi à faire ce portail. Là tout ce qu'on dit c'est que Grand Espoir a participé. D'une certaine façon, c'est elle qui est un petit peu l'instigatrice, de façon plus ou moins détournée, on ne dit pas plus de détails là-dessus. Et le truc, c'est que je voudrais savoir les détails. Comment il a fait en sorte que ça puisse se faire? Est-ce qu'on va avoir des explications? Ça me paraît difficile, puisque Hordak, il est HS, et que Grand Espoir, elle est totalement capoute. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle reviendra, à ce moment-là, on défraye une mort, peut-être, j'en sais trop rien, mais... Voilà, j'ai le sale sentiment qu'on ne donnera pas d'explication plus que ça à ça. Et donc, ça soulève beaucoup de questions qui méritent des réponses. Hein. C'est pas le genre de conneries où on peut se dire ah, on interprétez ça comme vous le voulez. Non, 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 non. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui méritent d'être éclaircies là. Peut-être que c'est moi qui suis mauvaise langue et qu'on donnera des explications plus poussées à ça. Mais je sais pas, j'ai des doutes. J'y crois moyen. Alors on verra ce détail-là. En tous les cas, cette saison 4, ce que ça racontait de base, c'était bien. Et quand on en venait enfin au conflit et au développement vraiment poussé dans les 5 derniers épisodes, c'était du bon, sincèrement. Hein, c'était discutable à quelques moments, mais c'était du bon. J'ai apprécié les épisodes 9 à 13, sincèrement. N'empêche que ça n'a pas su prendre le temps de bien mettre ça en place à certains moments et ça nous a fait perdre notre temps sur des conneries inutiles, malheureusement. Et ça déteint malheureusement un peu trop sur la narration globale. Ce qui est franchement dommage parce que ce que ça raconte sur sa base, c'est très bon. Mais il y a le concept, la base d'un récit, et les détails du récit. Et les détails, c'est discutable, malheureusement. N'empêche que ça part sur une très bonne dernière impression. Hein, pas quelque chose de génialissime, mais voilà, c'est un très bon double épisode de fin sur pas mal de points. Et s'il n'y avait pas les grossièretés de gestion de certains points, je pense que j'aurais pu vraiment l'adorer, mais tel quel il est bien, vraiment. Et le cliffhanger de fin me laisse un peu sur mon siège sur comment va être gérée la dernière menace. Et c'est tout ce que j'espère. J'espère que la menace Sword Prime sera bien gérée et que cette saison 5 finira cette série en fanfare. C'est tout ce que j'espère. Et pour l'instant, le cliffhanger promet. Mais c'est un peu le truc de cette série aussi, qu'ils savent faire des cliffhangers qui promettent. Après, bien suivre...
faut voir, faut voir. Cela dit, j'espère, vu le nouveau statu quo assez urgent de la chose, que dès les premiers épisodes de la saison 5, on va pas tomber une fois de plus dans les travers. Oh, on fait les cons, humour léger, alors que Scintilla est en danger, que Horde Prime et toutes ses troupes sont présentes, et que c'est vraiment la guerre, là, qu'on va pas partir trop facilement sur ces moments légers, un peu ridicules. Ce serait cool qu'on se dédouane de ça. Si cette saison 5 fait ça, ce sera une amélioration ultra forte, que je saluerai beaucoup. J'espère. Mais bon, hein, faut pas non plus trop rêver. Hein, mais on sait-on jamais, peut-être que ça me surprendra en bien. À bientôt pour la saison 5, donc bye.